Bonjour Monsieur Mbedou. Bonjour Monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Gouvernement de cohésion nationale, réponse idoine aux menaces récurrentes sur la sécurité et l'émergence du pays. C'est la lecture que Lambert Mende fait des derniers développements politiques en RD Congo. Monsieur Mbelou, n'est-ce pas là un peu la méthode Koué que d'affirmer cela eu égard à l'immensité des problèmes demeurés insolubles jusqu'aujourd'hui, malgré différents remaniements opérés par le régime de Joseph Kabila? Et moi, je vous poserai une autre question à la place. Quel crédit faut-il continuer à accorder aux propos tenus par Monsieur Lambert Mende? Ce sont des propos dénués de tout sens. Ah, n'oubliez pas que Monsieur Lambert Mende a avoué dernièrement avoir soutenu une fausse thèse sur la mort des étudiants à l'université de Lumbashi. Et les compatriotes ne cessent de le dire. Ces propos sont souvent mensongers et il sait pourquoi il est en train de s'empêtrer dans cette stratégie du chaos et du mensonge. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre. Mais pour revenir à ce qu'il estime être l'orientation de son gouvernement d'une cohésion terroriste, je vous renverrai tout simplement au rapport qu'une commission de la caisse de résonance de ce gouvernement-là a mené à Beni. J'ai pris le temps de lire ce rapport-là et je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Il y a les discours officiels et ce qui se fait officieusement pour exterminer les Congolais, les chasser de leur terre et les ensauvager. Le rapport dressé par cette commission du côté de Beni dit entre autres ceci, qu'il y a des contradictions dans les ordres donnés aux militaires, qu'il y a des militaires qui désertent le front parce qu'ils ne sont pas payés, et que la plupart des forfaits, la plupart des massacres et d'assassinats commis à Beni se produisent aux environs de là où se trouvent les agents de la MONUSCO et les militaires, ou ceux qui nous en restent encore, de l'armée congolaise. Donc, on se rend compte qu'il y a effectivement des complicités internes et externes entre ceux qui exterminent nos populations et ceux qui prétendent veiller à la population, à la sécurité de ces populations. Alors, passer notre temps à réécouter les discours mensongers de ceux qui ont décidé pour leur boulimie, pour satisfaire leur instinct de vie et de survie, d'exterminer les Congolais, ça me semble être un gaspillage de temps dont nous devrions nous garder. Mais n'empêche, parce qu'ils parlent sur la place publique, que nous puissions écouter ceux qui disent, un adage dans ma langue maternelle dit, Bubi Mbouamachi, Bwimpe Mbouamachi. Voilà. Mais lorsqu'il parle des réponses idoines, peut-on considérer que ce gouvernement dit de cohésion nationale en représente une? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je vous ai dit à plusieurs reprises qu'on ne peut pas parler d'un gouvernement digne de ce nom, capable d'apporter des réponses idoines aux questions qui se posent aux populations congolaises dans un État raté. C'est ce gouvernement-là qui est en principe euh, un conglomérat d'aventuriers, de mercenaires qui préside à l'extermination des Congolais en favorisant plusieurs infiltrations. Parce que quand vous lisez le rapport auquel je venais de faire allusion, on vous dit
que les victimes ou ceux qui ont échappé au massacre qui se passe à l'est de notre pays disent que euh, leur bourreau s'exprime en Kinyarwanda. Et quand on examine de plus près le mode opératoire de leur bourreau, on se rend compte qu'il n'est pas du tout différent de ce qu'il y a eu dans notre pays depuis les années 90 jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, ce sont les mêmes bourreaux qui opèrent avec les complicités internes et externes au Congo-Kinshasa. Mais lorsque lui Mende affirme que les arrogants stratèges de la colonisation de l'Afrique sont devenus les porte-voix de la frange la plus extrémiste de l'opposition, qui s'agite pour discréditer les gouvernements de cohésion nationale, fruit des résolutions pertinentes des concertations nationales. Fin de citation. Monsieur Mbello, est-ce que Mende ne nie-t-il pas les débauchages politiques qui a été opéré et pour lesquels on a vu certaines conséquences au MLC notamment? Pardon. D'ailleurs, faudrait d'abord dire qu'il n'y a pas, jusqu'à ce jour, une frange de l'opposition congolaise qui serait devenue extrémiste. Quand nous voyons les membres de l'opposition congolaise s'exprimer, ou ceux qui en restent, on trouve qu'ils sont, pour la plupart, très posés, très raisonnables et très rationnels. Au point que nous les critiquons de temps en temps de s'exprimer en marge de l'histoire. Donc, en arriver à affirmer ce que dit M. Lambert Mende est une exagération d'un opportuniste. Et vous verrez qu'au long de cet échange, je vous dirai que la question qui oppose ces mercenaires-là à leur maître d'hier n'a rien à voir avec les Congolais, ni de près ni de loin. Je vous ai envoyé un lien avec un article de Bakchiche. Ce lien-là montre pardon, qu'il y a le contrôle que leurs parrains d'hier voudraient exercer sur le Congo-Kinshasa parce que leurs parrains soupçonnent ces mercenaires, leurs filleuls, de pouvoir travailler par exemple avec les soutiens au Hezbollah. Qu'est-ce que les Congolais ont à voir avec le Hezbollah? Depuis le temps de Mobutu, les Congolais sont habitués à voir les Libanais s'occuper d'une bonne partie de la commerce dans leur pays. Ils ne sont proches du Hezbollah ni de près ni de loin. Ce sont eux, les mercenaires, en quête d'alliés qui vont à gauche, à droite, et qui sont soupçonnés de pouvoir financer en filigrane le Hezbollah en travaillant par exemple avec les responsables du Congo futur. Donc ils ont des reproches réciproques à se faire entre eux en tant que parents, parents et filleuls, et ces reproches-là n'ont rien à voir avec les Congolais de l'intérieur ou de l'extérieur. Ils ont des deals qu'ils ont conclus, ils n'ont qu'à examiner ces deals-là pour voir s'ils les respectent encore ou pas. Donc ils ne puissent pas victimiser les Congolais là où ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec ceux qui ont fait de ce qu'ils sont aujourd'hui, en les utilisant comme arnettes et mercenaires. Donc vous voulez dire que si les États-Unis veulent le départ des Kabila, ce n'est pas uniquement pour ce que l'article dit appelle ici atavisme démocratique, mais ce serait pour d'autres raisons que seuls les Américains connaissent? Non, les raisons sont liées à des questions de souveraineté, à des questions de contrôle. N'oublions pas que la guerre menée contre le Congo jusqu'à ce jour avait comme objectif majeur faire main basse sur les ressources du sol et du sous-sol congolais, les contrôler et mettre au pas
ceux qui pourraient prétendre euh, substituer le Congo du contrôle anglo-saxon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là que, de temps en temps, on se dit que nos débats n'arrivent pas à aborder les questions essentielles. Qu'est-ce qui se passe pour le moment? L'État profond anglo-saxon qui contrôle le Congo voudrait tout régenter, et la souveraineté du Congo, et la fierté des Congolais, et le commerce, la souveraineté économique du Congo, et la souveraineté politique du Congo. L'État profond anglo-saxon se rend compte que ceux qu'il a désignés, il voudrait les changer pour des raisons qui lui sont propres. Alors, il peut inventer mille et une raisons. Le commerce de l'uranium avec l'Iran, maintenant le financement du Hezbollah par les Libanais de Congo futur interposé. Donc, cet État profond peut inventer mille et une raisons. Ce qui lui importe aujourd'hui, c'est de pouvoir changer ses clients au Congo. Donc, cela n'a rien à voir avec les Congolais. Ça n'a rien à voir avec la démocratie et la liberté. Et rappelez-vous que souvent, quand nous abordons ces questions, je parle de l'inversion sémantique. L'État profond anglo-saxon parle de la démocratie et de la liberté, là où il est question de domination, là où il est question de faire main basse sur les ressources du sol et du sous-sol congolais, là où il est question de profit et là où il est question d'exclure toute concurrence avec l'un ou l'autre pays qui pourrait lui aussi faire main basse sur les ressources du sol et du sous-sol congolais. Pourquoi? Parce que l'État profond anglo-saxon sait que sa puissance économique et son pouvoir politique ont à voir de près ou de loin avec sa mainmise sur les ressources du sol et du sous-sol congolais, bien avant les années 60. Quand cela est perdu de vue, nous ne comprenons pas les enjeux de ce qui se passe. C'est là qu'à un certain moment, nous nous fions à la mise en scène cynique à laquelle voudrait nous livrer cet État profond anglo-saxon, en prenant les pyromanes pour des pompiers, en prenant les criminels pour des juges des crimes qu'eux-mêmes commettent sur le sol du Congo en particulier et des grands lacs africains en général. Ah, il est important qu'en partant de ces questions-là, nous puissions aller jusqu'aux enjeux essentiels liés à notre histoire avec l'État profond anglo-saxon. Très bien, pour revenir au gouvernement de cohésion nationale, Joseph Kabila aurait circonscrit les points suivants à ce gouvernement. Il s'agit notamment de consolider la paix, appliquer les recommandations des concertations nationales, mettre en œuvre les processus de décentralisation, appuyer l'organisation des élections, améliorer les conditions sociales de la population et poursuivre la reconstruction nationale. Monsieur Mbelou, ce gouvernement aura-t-il vraiment les moyens d'appliquer ces programmes ambitieux quand on sait l'omnipotence du vrai gouvernement parallèle qui opère à partir de la présidence de la République? Non, ça ce sont des points pour amuser la galerie. Cela d'autant plus que si vous relisez toute la correspondance que nous avons échangée cette semaine, vous allez voir que les proches de Ntaganda risquent de revenir dans ce qu'on appelle aujourd'hui armée congolaise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces points décrits officiellement sur la place publique cachent ce qui va arriver aux Congolais, c'est-à-dire ils vont être livrés davantage à leur bourreau. Il y aura de plus en plus de sang dans ce pays-là et de plus en plus de morts. Il ne serait pas compréhensible
que ce gouvernement qui prétend lutter contre l'insécurité accepte, cherche à nouer des liens avec Sultan Makenga pour qu'il intègre l'armée. Et je voudrais que nous comprenions que depuis le début de cette guerre, il n'y a ni politique, ni sécurité au Congo. Ce qu'il y a, c'est quoi? Ce qu'on estime être les généraux, les caporaux et je ne sais qui, sont des affairistes, des commerçants, comme la plupart de ceux qui estiment être les politiciens congolais de la majorité présidentielle. Ce sont des affairistes. Ils font du business. L'armée ou la politique leur servent de prétexte pour pouvoir se livrer au business, fut-il en tuant les Congolais et en les exterminant, en les chassant des terres, pouvant leur permettre de pouvoir s'adonner sans inquiétude à ce business. Donc, tout ce qu'on est en train de nous dire depuis que ce conglomérat d'aventuriers est aux affaires jusqu'à ce jour, c'est du bluff destiné, comme je le disais déjà la fois passée, à endormir les plus naïfs d'entre nous. Nous ne devrions plus, au jour d'aujourd'hui, attacher beaucoup d'importance à tous les discours émis par ces messieurs-là. Donc, quand vous aurez le temps de relire cet article du Bakshish, vous vous rendrez compte que sur X, Y questions, ils ne mettent plus sur une même longueur d'onde que leurs parents. Mais ne nous leurrons pas. Il se pourrait que demain après-demain, ils trouvent des points de convergence et recommencent à travailler ensemble. C'est comme ça qu'ils font régulièrement. Mais pour le moment... pour revenir à ces programmes, n'est-il pas ambitieux? S'il est appliqué, vous ne pensez pas que demain, il pourrait apporter un semblant d'amélioration de la situation qu'il y a au pays? Si on s'en tient uniquement à ce programme? Non, il n'y a rien d'ambitieux dedans. Je vous dis simplement que c'est du bluff. Parce que quand vous lisez le rapport d'une partie de leur caisse de résonance qui s'est rendue à Beni, vous vous réalisez que ces fameux militaires-là ne sont pas payés. Comment vont-ils assurer la cohésion nationale et la sécurité en ayant des pans entiers des militaires affairistes non payés? C'est-à-dire, ils leur demandent de pouvoir se servir sur le dos de la bête. Et la bête, ce sont nos populations. Que ce soit à Beni ou ailleurs, que ce soit à Kinshasa ou à Kananga, ça sera la même chose. Et ce sont nos populations qui vont servir de vache à lait à ces affairistes politicards et businessmen. Très bien, toujours dans sa communication, Lambert Mende poursuit en disant ceci à propos du Burkina Faso. L'invocation de l'exemple du Burkina pour créer l'illusion d'une crise politique en RD Congo est d'une totale absurdité. Et il poursuit, le monde n'a pas été créé en 2014, les Congolais n'ont pas attendu leurs frères du Burkina pour mettre fin à un régime dictatorial qui les a subjugués 32 ans durant. Il fait référence aussi au régime du maréchal Mobutu. Monsieur Mbelo, n'y a-t-il pas là manifestement un refus de lire les signes du temps? Non, il y a lieu de pouvoir réfléchir posément sur ce que M. Lambert Mende dit là. C'est-à-dire que quand nous examinons froidement notre histoire, nous nous rendons compte que nous, déjà, vers les années 90, nous nous étions mis debout. Mais ce qui ne sait pas, ce qui n'arrive pas à dire, c'est ceci. Pourquoi est-ce que les Congolais ont bougé à ce moment-là? C'est vrai qu'il y avait une impulsion de l'intérieur qui voulait qu'il y ait un changement de régime. Mais cette impulsion intérieure, Mobutu a initié
Les consultations populaires, que les Congolais se sont dit, non, il est important qu'ils se mettent debout. Mais les consultations populaires ont été le produit de l'affaiblissement de Mobutu de l'intérieur. Je vous avoue que ce sont les questions sur lesquelles il faut vraiment travailler profondément. Mobutu a été affaibli de l'intérieur par les programmes d'ajustement structurel qui lui ont été imposés par les institutions financières internationales, dont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est-à-dire les mêmes qu'il avait créés en lui imposant Kengo vers les années 80, avaient décidé de s'en débarrasser. Alors, Mobutu a eu des fuites, qu'il y avait déjà une décision prise pour que ces créateurs puissent s'en débarrasser. Comme il ne voulait pas partir par la petite porte, il a initié les consultations populaires après que les Congolais aient été clochardisés avec l'application des programmes d'ajustement structurel imposés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc, ce sont les mêmes vers la fin des années 80, début année 90, les mêmes qui avaient considéré qu'ils avaient été vainqueurs de la guerre froide, ce sont les mêmes qui ont conduit Mobutu à pouvoir s'engager sur cette voie-là. Mais nous n'avions pas l'information. Voilà pourquoi, petit à petit, ils vont tout faire pour récupérer l'initiative historique avec la guerre de fausse libération de l'AFDL. Donc, lui, Mende qui parle, est le produit de la guerre de l'AFDL soutenu par les proxys de ceux qu'il critique, c'est-à-dire l'Ouganda et le Rwanda. C'est en tant que membre du RCD Goma qui s'est laissé après débaucher et il est devenu membre de la majorité dite présidentielle. Donc ce sont des politicards congolais corrompus par les pouvoirs extérieurs qui aujourd'hui essaient de se débrouiller tant bien que mal pour donner l'impression qu'ils s'en prennent à leurs parents. Mais ils veulent relire une histoire dont ils cachent les tenants et les aboutissants. Ils ont travaillé avec des journalistes qui, après eux, ont travaillé avec les proxys ougandais et rwandais, d'ailleurs avec eux-mêmes, parce que Mende a reconnu avoir menti sur les massacres de Cambus de Lubumbashi, qui ont été des signes précurseurs de la fin du régime de Mobutu. Donc si nous n'analysons pas cette histoire-là assez posément et rationnellement, nous risquons de croire que Mende s'en prend à ses parents. Non, il ne s'en prend pas à ses parents, il relie de manière faussée leur commune histoire pour pouvoir édulcorer notre réécriture de notre histoire aujourd'hui. Très bien, à propos du discours de Kabila au Congrès, vous l'aviez qualifié de baratin, mais Lambert Mende en a une toute autre lecture. Hein. Il parle d'un exercice de symbiose entre l'élu de la nation et son peuple qui n'est pas à confondre avec le lancement d'une campagne électorale. Monsieur Mbelou, Joseph Kabila a-t-il posé un acte politique fort? Et je répète ma question de la dernière fois, hein, du jeune timide au parler mécanique qu'il était, il semble être devenu une bête politique à sa manière. Il est l'élu de quelle nation? Dites-moi. Il est l'élu de quelle nation? De quelle nation M. Lambert Mende voudrait-il nous convaincre que Joseph Kabila est l'élu? Nous savons tous aujourd'hui, d'ailleurs depuis 2011, vous n'avez qu'à relire l'article que je recommande de temps en temps, l'article d'Arnaud Zeitman. Il est minuit 1 à Kinshasa. Cet article est écrit le 7 décembre 2011. Un article qui prouve que ce monsieur-là a été fabriqué par la communauté occidentale. Il n'a pas été élu. Et
tous les rapports qui ont été faits sur ces élections-là ont prouvé noir sur blanc. Et lui-même a même reconnu qu'il y a eu des fraudes et des tricheries. Il a reconnu ce Kabila-là. Relisons l'histoire. Alors, mais comme le temps passe, comme certains d'entre nous ont horreur de l'écrit, et comme ils se laissent prendre par les discours de ceux qu'ils estiment être les grands de ce monde, Mende les entraîne dans son jeu en leur faisant croire que il y a eu une symbiose d'un élu du peuple. Il n'a jamais été un élu du peuple, Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est une marionnette de l'extérieur et un cheval de Troie du Rwanda et de l'Ouganda. Il n'a jamais été l'élu du peuple congolais. Donc il n'y a aucune symbiose qui a été faite. Ce qui a été fait, c'est un baratin adressé aux plus naïfs d'entre nous, mais que les plus éveillés ont pris le temps de déconstruire et continuent à pouvoir déconstruire. Si vous, il y a eu même un journaliste burkinabé qui a essayé de déconstruire ce discours-là en montrant dans son texte que le Congo est un grand peuple, mais il a un petit président. Moi, je ne parlerai même pas de petit président, je parlerai tout simplement des mercenaires commis à sa tête pour pouvoir veiller sur les intérêts de ses parents. Mais, M. Mbello, Joseph Kabila ne s'est-il pas bonifié avec le temps? Parce qu'on se souvient à l'époque du jeune homme timide lorsqu'il est monté sur le trône. Est-ce qu'il ne s'est pas bonifié avec le temps et qu'il a appris à évoluer au milieu de ce personnel politique de Kinshasa qui est friand des avantages Si vous relisez le texte que je viens de publier hier, intitulé Le Congo-Kinshasa, la mémoire historique et l'inculture, je vous dirai simplement, vous remarquerez simplement que Joseph Kabila bonifie dans l'inculture. Hein? Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Il a quelques spécialistes entre griffes à ses côtés qui l'aident à pouvoir concocter les discours qu'il prononce. Ces spécialistes entre griffes connaissent la faiblesse de plusieurs d'entre nous. Nous sommes pour la plupart des applaudisseurs, des beaux discours. Et dès que nous avons applaudi, après, nous n'essayons pas d'étudier ces discours-là pour voir s'ils ont produit du fruit ou pas. Vous savez, déjà, vers les années 2006, le même Kabila prononce un discours dans lequel il dit qu'il n'y a pas de FDLR au Congo, qu'il y a tout simplement la propension, l'expansion économique du Rwanda au Congo. Mais personne n'a plus fait allusion à cela, à commencer par lui-même. Quand il va retirer la plainte portée contre le Rwanda, ou quand il va faire ses deals après avec le Rwanda dont il est le cheval de Troie, il ne fera plus allusion à ce discours-là. Donc nous avons un problème. Vous savez, nous accusons l'extérieur, mais nous aussi, nous avons un problème très sérieux. Nous avons un problème très sérieux. Notre imaginaire a été sérieusement violé. Nous n'arrivons même pas à examiner les discours qui sont mis à notre portée. Et ceux d'entre nous qui essaient de faire ce travail-là, nous les taxons de tous les noms d'oiseaux. Nous avons un problème. Est-ce parce que nous sommes de la tradition orale ou quoi? Nous aimons beaucoup plus applaudir qu'examiner les textes. Très bien, M. Mbello, oui. On va y revenir. Hein. Oui. On finit d'abord sur la communication de Lambert Mende, puisqu'il a dit, pour finir ceci, notre peuple a des problèmes sérieux, et c'est dans son génie créateur qu'il doit trouver les solutions efficaces et durables. Il faut cesser de s'inspirer exclusivement de ce qu'on appelle l'ère du temps, hein, un concept fourre-tout qui est pavé de sous-entendus et d'intentions occultes. Monsieur Mbello, peut-on à la fois tenir ces discours et restreindre les libertés comme lui? Mende ne se prive pas de les faire régulièrement avec les médias notamment. Oui, c'est là que on voit que c'est un à la fois rusé et
qui de temps en temps dit des choses raisonnables. Est-ce que c'est parce qu'il est rusé qu'il arrive à... C'est vrai que les Congolais ont des problèmes sérieux. C'est vrai que les Congolais doivent pouvoir puiser dans leur génie. Et c'est là que leur discours, son discours à lui comme celui de Joseph Kabila, ont des choses vraies. C'est-à-dire quoi? Quand Kabila dit par exemple que c'est uni, que nous sommes forts, il dit la vérité. Mais unis avec qui? Il faut aller jusqu'au fond de ces questions-là. Unis avec qui? Est-ce que nous pouvons être forts en étant unis avec nos bourreaux, dont il est le cheval de Troie? Non. Quand Mende dit le peuple congolais doit pouvoir chercher dans son génie, il dit vrai. Mais quand le peuple congolais ne sait pas avoir accès aux archives, pouvant lui permettre de puiser dans son génie, quand le peuple congolais est impuissanté de façon qu'il ne sache même pas organiser certaines réunions pour débattre de ce génie, où veut-il, lui, Lambert Mende, que le peuple congolais aille puiser? Quand le peuple congolais a des universités qui n'ont plus de bibliothèque, allez fouiller dans la plupart de nos bibliothèques, vous ne trouverez pas de documents sérieux sur Kimpanvita, sur Lumumba, sur Simon Kimbangu et sur toute la résistance congolaise qui a su faire face aux grands de ce monde depuis la nuit des temps. Quand l'école et l'université sont vendus aux enchères au Congo, où lui qui a été chargé de la nouvelle citoyenneté, où veut-il que les Congolais aillent puiser? Quand la recherche n'est pas promue dans ce pays-là, quand ce sont les parents qui doivent dépenser jusqu'au dernier sou pour que leur rejeton aille à l'école, où veut-il que le peuple congolais aille puiser? C'est ça. Donc, lui, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ce Mende-là, comment est-ce qu'on l'a connu? C'est parce que ce Mende a participé à plusieurs reprises au débat sur la place publique, les débats organisés par Chantal Kanimbo. On peut reprocher à Mobutu tous les péchés du monde, mais il lui est arrivé à un certain moment de lâcher du lest et de pouvoir laisser les Congolais débattre sur la place publique. On l'a accusé de tous les maux, c'est sur la place publique qu'on a dit que voisin Azandoki. Mais aujourd'hui, où sont ces lieux de débat où les Congolais peuvent déployer leur génie? Donc, il y a dans leur discours, et c'est là que je parle de baratin, la forme a des phrases qui peuvent accrocher. On peut, en se fiant à la forme, dire ah là, il y a une fibre nationaliste. Là, mais le fond, mais la pratique, est-ce qu'il suffit d'évoquer les grandes figures de la résistance congolaise pour convaincre, ou il faut laisser de l'espace, créer de l'espace pour les grandes figures de la politique congolaise, de l'espace pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils débattent, et que les jeunes aient l'occasion de pouvoir assister à ce débat. Vous savez, quand on a vu Moubake et Mende débattre sur la place publique, on a été quelque part stimulé. On se disait, ah ben tiens, demain on devrait devenir comme ce type-là. Quand on a vu les Liaou prendre la parole en public lors de la conférence nationale souveraine, on a eu des réflexes, on a eu des références pour notre futur. Mais maintenant, ils cassent tout cela et ils continuent à dire les Congolais doivent aller puiser. Mais le génie s'entretient par le débat d'idées. Le génie s'entretient par la publication des livres. Le génie devrait s'entretenir aujourd'hui par l'invasion des réseaux sociaux. Mais est-ce qu'ils travaillent à cela? Ils ne peuvent pas, parce que ce génie fait peur et à eux-mêmes et à leurs parents. Et oui, le Congolais a un génie dans lequel il peut puiser et se tirer d'affaire. C'est vrai. Pourvu qu'on le laisse faire.
Très bien. Justement, cette semaine, vous avez écrit un texte intitulé Le Congo-Kinshasa, la mémoire historique et l'inculture. Et vous y dites notamment ceci, le Congo-Kinshasa nous semble faire face à une inculture galopante. Les évocations sporadiques des grandes figures de son histoire ne sont pas de nature à redonner à sa mémoire historique la place qu'il faut dans la lutte pour sa souveraineté et sa fierté. Monsieur Mbelou, pourquoi un jugement aussi sévère? Vous trouvez que les efforts faits par certains compatriotes dans ces domaines sont insuffisants? Ah, j'ai dit plusieurs compatriotes. À plusieurs, c'est déjà trois, quatre. Il arrive que nous rendions compte qu'il y a une certaine aversion à l'endroit de l'écrit et du livre. Quand vous suivez certains débats politiques, il n'y a aucune référence à notre histoire. Ce sont dans les textes, c'est dans les textes comme ceux prononcés par Kabila là qu'on évoque Lumumba. Mais pourquoi est-ce que j'écris ce texte? On ne peut pas à la fois évoquer Lumumba et travailler pour les impérialistes qui ont tué Lumumba et que Lumumba combattait sans mettre des gants. C'est cette contradiction-là. On ne peut pas dire qu'on est le frère de Kimbangu, de Lumumba et de Kimpavita et de faire, et après, faire l'aplaventrisme devant ceux et celles qui, se servant de leurs archives, poursuivent le travail de la lutte contre les actuels Kimpavita, les actuels Lumumba, les actuels Kimbangu. C'est cette contradiction-là que je voudrais souligner dans mon texte. Et à force de ne pas se référer à l'histoire, nous arrivons, pour plusieurs d'entre nous, à prendre nos pyromanes pour des pompiers. C'est ça la difficulté. Donc, je me dis, il n'est pas possible d'avoir en tête toute notre histoire, de l'étudier en l'approfondissant et de continuer à prendre les pyromanes du Congo pour des pompiers. Or, je remarque, moi, que plusieurs de nos compatriotes font ce travail-là. Même les politicards qui s'expriment sur la place, le petit espace public au Congo-Kinshasa. Je prends un exemple. Il y a le rapport fait à Beni, auquel je venais de faire allusion. On vous dit que beaucoup de massacres ont été commis dans les environs de là où il y a la MONUSCO et le FRDC. Et vous continuez à croire que la MONUSCO en viendrait à bout de ceux qui tuent. En d'autres termes, vous n'avez rien compris à ce que Frantz Fanon, déjà vers les années 60, a dit de l'ONU. Vous n'avez pas compris ce que Aimé Césaire a dit vers les années 50 de l'occupation de l'Afrique par l'État profond américain. Donc pourquoi pendant toute une génération, on ne voit plus tellement de références à Frantz Fanon, à Aimé Césaire, à Mabika Kalanda avec la remise en question. Pourquoi tout d'un coup, nous sommes tous sur Internet en train de colporter, de commenter ce que disent les maîtres du monde, en oubliant toutes ces grandes références de l'histoire, mais aussi en oubliant tout ce qu'il y a comme production politico-économique sur notre pays aujourd'hui. Voilà ce qui me pousse à avancer mon hypothèse là. Mais vous savez, ce n'est qu'une hypothèse qui peut être battue en brèche par les compatriotes qui trouveraient qu'elle ne tient pas la route. De suite, je le dis et je reste ouvert à la critique et au débat, pourvu qu'on ait des références sur lesquelles nous pouvons tous nous fonder pour pouvoir avancer ce que nous avançons. Très bien. Pour finir, un mot sur Kouya Diallo, qui est décédé le 14 décembre dernier en Afrique du Sud. Monsieur Kouya Diallo devait être inhumé le lundi 22 septembre à Kinshasa au cimetière nécropole de Lancélé. Et parmi les personnalités qui se sont rendues, c'est Radio Kapi qui rapporte cette information, il y a monsieur Henri Thomas Lokondo de la majorité.
et pour qui Kouya Diallo était un grand homme d'État. Monsieur Mbelou, une question qui me taraude l'esprit. N'est-ce pas quand même trop facile, cette manière de sacraliser les morts chez nous, est-ce que M. Koyagoro ne faisait-il pas simplement partie du personnel politique de Kinshasa, adepte de la transhumance politique, Rappelons qu'il a servi Mobutu et les Kabila. Oui, vous comprenez pourquoi nous, dans notre option actuelle, nous voulons parler des meilleurs d'entre nous pendant qu'ils sont encore vivants. Parce que si nous parlons des meilleurs d'entre nous pendant qu'ils sont encore vivants, nous pouvons être contredits et débattre sur ce que nous avançons. Vous savez par exemple que pendant un temps, nous avons essayé de produire quelques articles sur le prof André Mbata, en disant que c'était l'un des meilleurs d'entre nous. Cela nous permet de dépasser la question que vous posez maintenant. Est-ce qu'on est un grand homme politique en n'étant pas constant? Est-ce qu'on devient un homme politique parce qu'on est mort? Ce sont là les questions qu'on devrait peut-être se poser. Monsieur Thomas Lokondo a peut-être un point de vue à partir duquel il émet son jugement. Mais si nous faisons de tous les Congolais qui meurent et qui ont fait de la politique des grands hommes politiques, nous risquons de fausser la lecture de notre histoire. Il y a de ces prostituées politiques dont l'exemple ne devrait pas être cité pour nos jeunes génération. On ne devrait pas prendre quelqu'un qui part du MPR, il passe au RCD Goma, après il devient membre de l'OVD. Donc avant d'aller dans le MPR, il était dans l'Union sacrée. Donc cette prostitution politique-là devrait, à un certain moment, être classifiée parmi les exemples à ne pas suivre pour les jeunes générations. Non, mais on ne doit pas dire... Selon nos traditions, on ne dit pas du mal de mort, mais mon avis est que les prostituées politiques ne puissent pas être citées comme modèle de citoyenneté et de patriotisme pour les jeunes générations. Ce n'est qu'un point de vue. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou. C'était notre dernière émission pour cette année. Nous allons prendre... un moment de repos pour recharger nos batteries pour revenir mieux en forme pour l'année prochaine. Oui, merci à vous, Monsieur Etienne Nandou, pour cette opportunité que vous m'avez souvent offerte afin que je puisse faire ma petite lecture de l'actualité congolaise. C'est vrai qu'on va souffler un peu, mais vous rappelez que mes référents à Bob Marley, je dis, ceux qui commettent le mal ne prennent jamais de vacances. On va souffler tout en travaillant. Merci à mes compatriotes qui m'ont soutenu, même ceux qui m'ont critiqué sévèrement. Je leur souhaite une bonne et heureuse année 2015, une bonne et heureuse année de lutte, parce que la lutte risque d'être âpre en 2015-2016. Je leur souhaite aussi, pour ceux qui sont chrétiens comme moi, une heureuse fête de Noël, que le Christ leur apporte amour, paix et joie, et beaucoup de dynamisme pour être au service des tout-petits, des marginalisés et de tous les autres laissés pour compte. Merci et au plaisir. Merci et à la prochaine. À la prochaine, mon frère.